Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Investir dans les dividendes. Plus que jamais, je suis super content de vous retrouver. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai décidé de relancer ma chaîne YouTube. Bah ouais, vous me manquiez trop et ça me manquait trop de vous faire des vidéos dans lesquelles je parle des actions à dividendes, dans lesquelles j'investis ou dans lesquelles j'envisage d'investir. Et donc c'est reparti, c'est la relance de la chaîne YouTube Investir dans les dividendes. Et forcément, on perd pas les bonnes habitudes avec une vidéo qui concerne un top 3 des actions à dividendes. Dans ce top 3, déjà, il faut savoir que je possède ces trois entreprises et il y en a sur lesquelles je suis rentré vraiment récemment ou que j'ai renforcé dernièrement. Donc, c'est vraiment d'actualité et il y a jusqu'à plus 15% de hausse du dividende pour certaines de ces actions. On commence tout de suite et comme d'hab, ça n'a pas changé. Je ne suis pas conseiller financier. Donc, mon avis qui est exprimé dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je vous donne ça uniquement dans un but pédagogique et pour partager des choses avec vous. Bien entendu, tout investissement comporte des risques et il vous appartient de faire vos propres recherches avant de décider d'acheter une action ou pas. Et comme je vous l'ai dit, je suis actionnaire des trois sociétés mentionnées dans cette vidéo. Et pour commencer, j'ai décidé de commencer avec une entreprise qui n'est pas forcément la plus connue. Justement, je trouve ça intéressant de vous parler de cette boîte-là parce que j'en entends pas parler sur d'autres chaînes YouTube. C'est l'entreprise Burel. C'est un holding, le holding de la famille Burel qui est éligible au PEA et également au PEA PME. En ce moment, au cours actuel, on est sur 5% de rendement et elle affiche une grosse décote par rapport à l'actif net réévalué. Décote qu'on va regarder et qu'on va creuser dans quelques instants. Pour commencer, au niveau de cette holding, il faut savoir qu'il y a trois grosses branches d'activité. Vous avez déjà une énorme participation dans l'équipementier automobile OP Mobility. C'est la participation principale du holding. C'est ça qui représente le plus gros de l'actif net réévalué. Mais vous avez aussi une logique de diversification avec du capital investissement et Burel Participation et également la foncière du holding Burel, c'est la foncière Sophie Park. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous investissez comme moi dans Burel SA, eh bien, vous allez investir aux côtés d'une des familles les plus riches de France. Je vous ai mis à l'écran un extrait du classement Challenge. Donc, Challenge, c'est un hebdomadaire que j'aime bien et qui, chaque été, au mois de juillet, sort son numéro spécial qui est hyper attendu par beaucoup de personnes. C'est un best-seller à chaque fois. C'est donc son numéro sur le classement des 500 plus grandes fortunes françaises. Et donc, Laurent Burel et sa famille font partie de ce classement. Vous voyez, ils sont 111e avec une fortune totale estimée par Challenge à 1,2 milliard d'euros. Et juste un petit aparté en fait sur Laurent Burel et sa famille avec l'analyse de sa fortune qui est faite par Challenge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est composée en immense majorité de ses participations cotées, donc 79,1% et 20,9% de participations non cotées. Et ce qui est intéressant, c'est cet indicateur-là, le Self-Made Score. En fait, cet indicateur, c'est un score qui est établi en fonction de l'origine de la fortune, c'est-à-dire est-ce qu'il a hérité ou est-ce qu'il l'a créé lui-même from scratch de zéro. Eh bien, en fait, il faut savoir que l'entreprise existait déjà, mais Laurent Burel l'a formidablement bien développé. Vous voyez, 75 sur 100 en self-made score, donc il a vraiment fait grossir l'entreprise familiale. Si on regarde rapidement l'historique de sa fortune, c'était juste pour le petit clin d'œil. Vous voyez, 2007 à 2024, il y a un énorme pic en 2018, quand les équipementiers automobiles ont eu des valorisations qui ont explosé en bourse. De toute manière, vous regardez ce graphique-là, vous pouvez faire la recherche chez vous là, du graphique d'OP Mobility qui s'appelait Plastic Omnium auparavant. Vous allez voir que la courbe est assez similaire, effectivement, comme on l'a vu juste avant. 80% de sa fortune, c'est des participations cotées, donc c'est normal que ça suive le cours de bourse de ses principale participation. Recentrons-nous directement sur Burel SA avec la famille Burel qui met en avant l'actionnariat familial comme un gage d'indépendance et puis un gage de vision long terme. Vous voyez, de 2020 à 2024, la famille est restée stable dans le capital de Burel SA à 85,4% du capital. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un gros flottant en bourse. On en reparlera tout à l'heure. Il faudra faire attention au spread si jamais vous souhaitez acheter cette action. Donc 85,4%. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, de toute manière, la plus grosse participation de Burel, c'est OP Mobility. Et on voit que Burel SA possède 60,6% d'OP Mobility. On voit même que ça a tendance à augmenter légèrement au fur et à mesure du temps. Alors,
ici, là, entre 2023 et 2024, en fait, ça s'est fait en 2025, même au 31 janvier 2025, vous voyez qu'il y a un saut de 60 à 60,6%. Alors, ce n'est pas un saut énorme, mais effectivement, la participation de Burel SA au sein d'OP Mobility a augmenté. Alors, non pas que Burel SA a acheté des actions OP Mobility sur le marché, mais c'est OP Mobility qui a fait des opérations de rachat d'actions, qui les a annulées. Et donc, c'est pour ça que l'ensemble des actionnaires d'OP Mobility ont été relués au capital, ont augmenté automatiquement leur participation. Et donc, au premier titre, la famille Burel qui possède donc 60,6% du capital d'OP Mobility. Comme je le disais, il y a 3 activités qui sont complémentaires. Vous avez donc l'industrie avec OP Mobility, un des leaders mondiaux de la mobilité durable et connectée, parce que oui, je vous ai dit que c'est un équipementier automobile, c'est vrai, mais ils fournissent aussi des pièces pour les trains notamment. Donc ça, c'est assez intéressant effectivement comme diversification. Bref, en tout cas, OP Mobility, c'est fat, c'est 150 usines dans 28 pays, 104 millions d'euros de résultats nets en 2024. On va creuser, on va regarder ça un peu plus en détail après. Et ça représente 67% de l'ANR, de l'actif net réévalué de Burel SA. Alors, globalement, l'actif net réévalué, c'est quoi? Si jamais vous ne savez pas, c'est qu'est-ce que possède l'entreprise moins toutes les dettes. Voilà, donc c'est vraiment l'actif net, hein, ça porte bien son nom, qui est possédé par Burel SA. Donc les 2/3 COP Mobility. Donc ça peut être un peu risqué parce que c'est ultra dépendant de la santé d'OP Mobility. On sait très bien que l'automobile en ce moment, c'est compliqué pour les équipementiers avec tout ce qui se passe, avec les droits de douane, avec l'explosion des constructeurs chinois, etc. Mais il y a une stratégie de diversification. Vous voyez que donc 2/3 de l'ANR, c'est l'industrie, 1/3, c'est immobilier plus capital investissement, avec notamment Sophie Park, une foncière spécialisée en bureaux et en hôtellerie. Il se développe pas mal sur l'hôtellerie, on va en reparler après. Et puis, vous avez le capital investissement avec Burel qui investit en direct dans des entreprises et également dans des fonds. D'ailleurs, c'est surtout dans des fonds qu'ils investissent et un petit peu en direct dans des entreprises. Mais vous voyez, quand on regarde cette photographie-là, on voit bien qu'on est très tributaire d'OP Mobility, y compris au niveau du résultat net, puisque vous avez 104 millions de résultats nets pour OP Mobility, 11 millions pour la foncière l'année dernière en 2024 et 7 millions pour le capital investissement. Mais ça se développe. Faisons un zoom sur l'industrie avec donc OP Mobility. Qu'est-ce qu'on voit sur les résultats 2024? Des résultats qui ont été en forte progression dans un marché qui pourtant au niveau mondial était en décroissance. Vous avez le chiffre d'affaires qui a augmenté de plus 2,8%, sachant que le marché, lui, il a décliné. Donc ça fait une surperformance par rapport au marché de plus 4%. Il y a eu une belle croissance de la marge opérationnelle, du résultat net et aussi très important du free cash flow. Le free cash flow qui a progressé de plus 8,3%. Et ce qui est intéressant, c'est le free cash flow hors session, puisqu'en 2023, il y avait eu des sessions qui avaient boosté le free cash flow. On voit que là, le free cash flow, en fait, si on est sur des bases comparables sur la génération de cash par le business, on est sur une progression de plus 42%. Franchement, OP Mobility, elle œuvre dans un secteur qui n'est pas facile, mais honnêtement, moi je pense qu'elle est bien dirigée, elle est bien drivée. Si on regarde le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, progression de plus 3,3% sur ce chiffre d'affaires-là. Il n'y a pas les résultats. Les résultats, ce sera au niveau du premier semestre. Ce qui est important aussi, c'est de regarder comment ça se passe au niveau des zones géographiques, surtout avec tout ce qui se passe au niveau de la géopolitique actuelle. On voit que c'est un groupe qui est encore très dépendant de l'Europe, 52% des revenus qui sont générés en Europe, avec une vraie surperformance du marché, parce que vous voyez, le marché, il a baissé en Europe de 7,1%, et eux, ils ont augmenté OP Mobility de plus 7,7% au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau de l'Amérique du Nord, où c'est un gros pôle maintenant pour OP Mobility, on voit qu'il y a une légère sous-performance du marché, et en Asie, il y a une surperf du marché. L'Asie, c'est un marché qui va pas trop mal au niveau de la voiture, en tout cas sur le premier quarter 2025. Surperformance, par contre, au niveau de la Chine, grosse sous-performance, que le marché prend plus 12% et OP Mobility fait moins 0,1. Alors, il faut savoir qu'OP Mobility compte notamment BYD parmi ses clients. C'est pas le seul, mais on voit effectivement sur le premier quarter que la Chine a fait souffrir l'Asie au général, même si l'Asie s'est très très bien comportée chez OP Mobility, mais ça aurait été encore mieux s'il n'y avait pas la Chine. Vous voyez, s'il n'y avait pas la Chine, on serait sur plus 23,6% versus un marché qui progresse de plus 2,8%.
Dans ce contexte-là, même si c'est un petit peu compliqué et qu'il faut être vigilant, eh bien, ils ont décidé de maintenir leurs prévisions. Ils ont vu des signaux encourageants sur les volumes de la part de leurs clients. Et par contre, ils ont décidé d'être prudents en prenant des mesures d'adaptation par rapport à la conjoncture, notamment sur les coûts, donc plus d'économie de coûts. Et ils sont très vigilants au niveau de l'investissement. Il y a sûrement de l'investissement en baisse qui est prévu au niveau d'OP Mobility. Et donc, les objectifs 2025, c'est quoi? C'est une marge opérationnelle en progression, un résultat net en progression et un free cash flow qui progresse. Passons maintenant à la foncière détenue par Burel SA. C'est Sophie Park qui est détenue à 100%. Donc Sophie Park regroupe tous les actifs immobiliers tertiaires et hôteliers de Burel SA. Donc au niveau du portefeuille, c'est énormément de bureaux et de plus en plus d'hôtels, notamment en région lyonnaise. Et il y a du développement en région parisienne également et même à l'international pour les hôtels. On en reparlera juste après. Il souligne la qualité des locataires, puisqu'en fait, il y a eu le maintien en 2024 d'un taux d'encaissement des loyers de 100%. Et au niveau des foncières, il y en a qui sont très très élevés en termes de taux d'encaissement, mais il y en a pas mal qui peuvent avoir quelques pourcentages de loyers qui n'ont pas été encaissés malheureusement. On voit que l'actif net réévalué de Sophie Park s'élève à 291 millions d'euros en 2024 et qu'en 2024, eh bien, ils ont allongé la durée de certains baux et ils ont augmenter la diversification des locataires pour améliorer la résilience du portefeuille immobilier. Alors, si on veut un petit peu de détails par rapport à ce que possède Sophie Park, donc la foncière de Burel, eh bien, on voit qu'il y a une présence dans les Hauts-de-Seine qui est historique parce qu'en fait, c'est tout simplement l'immeuble de bureau de Plastic Omnium, donc l'ancien nom d'OP Mobility. Donc, il possède les bureaux d'OP Mobility donc à Levallois, à Nanterre également, avec aussi les places de parking qui vont bien. Et puis, gros développement dans la métropole lyonnaise, notamment dans le quartier de Gerland, dans le 7e arrondissement, avec un campus de bureaux. Vous avez également un autre bâtiment qui est loué notamment à Sanofi, à Siemens et encore une fois à Plastic Omnium /OP Mobility. Et il y a des hôtels qui sont dans le 7e, immeubles de bureaux. Alors, hôtel, pardon, je suis passé un peu vite, mais hôtel, vous voyez, là, on est sur du Novotel et du Ibis. Donc, ils ont les murs. Hein. Ils laissent l'exploitation qui est déléguée à un locataire gérant, mais eux possèdent les murs. Vous avez donc des immeubles de bureaux, notamment loués à FedEx, entre autres. Bref, je ne vais pas tous les faire, mais voilà, on est sur des locataires qui sont quand même assez solides, avec des belles marques, des belles signatures. On sent que la famille Burel achète des actifs de qualité et fait particulièrement attention également à la qualité de leurs locataires pour éviter de se retrouver avec des loyers impayés. L'année a été bonne pour Sophie Park avec plus 24% en chiffre d'affaires. On est sur un résultat net qui s'élève à 42% du chiffre d'affaires. Ça, c'est intéressant, hein. C'est très rentable les foncières. Et donc, on voit qu'on a aussi une dette de Sophie Park qui est carrément dans les clous, puisqu'en fait, on est sur un loan to value. Hein. C'est le ratio qui est vraiment le ratio phare quand on parle de foncières, qui est à seulement 23%. Très concrètement, vous avez plein de foncières qui sont à 30-35% sans problème, hein, sans que ça pose de problème pour pouvoir lever de la dette et faire tourner l'entreprise. Donc, Sophie Park pourrait avoir encore plus de dettes pour pouvoir racheter des hôtels ou des immeubles de bureaux, par exemple. En 2024, Sophie Park a réalisé son premier investissement à l'international avec notamment l'entrée au capital de l'hôtel Navara de Bruges. On va le voir juste après. C'est un très bel hôtel. Ils ne sont pas allés seuls, hein. Ils sont allés avec un partenaire. Ils ont pris un petit pourcentage de ce bâtiment. C'est 10% de la participation qu'ils ont prise pour un montant de 1,15 million d'euros. Donc, on n'est pas dans un investissement de taré non plus. Mais je trouve ça intéressant, cette logique de diversification, de ne pas y aller seul non plus. Voilà, je trouve que c'est rassurant d'avoir des prises de participation minoritaires un peu partout pour pouvoir diversifier au maximum les biens immobiliers possédés par la foncière. Vous voyez, je vous ai mis une petite photo de l'hôtel Navara, plutôt sympa, hein, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Bruges en Belgique. Bon, bah voilà, ça peut être l'occasion d'aller à l'hôtel Navara. En tout cas, moi, j'essaierai d'y aller. J'aime bien faire bosser les compagnies dans lesquelles je suis actionnaire. Donc, si jamais je me rends là-bas pour un petit week-end, eh bah, sûrement que je réserverai une chambre à l'hôtel Navara, même si, encore une fois, ils n'ont pas l'exploitation. Ils ont juste 10% des murs.
Alors pour Sophie Park, on va terminer sur cette slide. Ce qui est important à savoir, c'est que la famille Burrell veut continuer et accélérer la diversification de la foncière dans la classe d'actifs de l'hôtellerie qu'ils jugent attractive. Donc ils ont vraiment envie de développer cette classe d'actifs-là. Ils ont pas mal de bureaux. Ils ne veulent pas en sortir à ma connaissance, mais en tout cas, ils veulent vraiment répartir les risques et se développer dans d'autres classes d'actifs, en l'occurrence les hôtels. Et moi, je suis à fond au niveau de cette décision. Je trouve que c'est une très très bonne décision. Et l'hôtellerie, c'est hyper rentable, c'est de l'immobilier ultra qualitatif. Et donc du coup, je crois vraiment dans cette logique de diversification. Et donc, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des achats de murs à Paris et également, quand on vient d'en parler, en Belgique. Passons maintenant au capital investissement. Le capital investissement avec Burrell Participation, qui, vous voyez, comme je vous le disais, ils ne font pas beaucoup d'investissements en direct. C'est 12 sociétés. Ça représente 26% du portefeuille à fin 2024. Et le reste, c'est de l'investissement dans des fonds. Ils sélectionnent des gérants et donc, du coup, ils décident d'investir ou pas dans des fonds. Ce qui est important, c'est que le portefeuille, il est diversifié au niveau des secteurs d'activité avec la santé qui est prépondérante avec 24%, 21% la technologie. Ils cherchent à accroître justement leur exposition à la santé, à la technologie, parce que c'est des secteurs qui jugent très résilients dans la technologie, notamment le secteur des logiciels qui les intéresse. Vous voyez, 16% la consommation, et puis je vous laisse lire le reste, mais c'est important d'apporter de la diversification, étant donné que Burrell est très dépendante d'OP Mobility. J'espère effectivement qu'ils vont continuer à bien se diversifier de cette manière-là, et c'est leur but. Et diversification géographique également, avec, vous voyez, 42% de l'activité en Amérique du Nord. Bon, je ne sais pas si c'est très bien en ce moment vu la tournure des choses, mais bon, en tout cas, ça donne de la diversification géographique. Ça évite d'avoir tous ses œufs dans le même panier et d'être trop dépendant de l'Europe. On a vu qu'OP Mobility était très européenne comme société. Donc 42% Amérique du Nord, 22% France, 31% reste de l'Europe et 5% reste du monde. Vous voyez, je vous ai mis ce screenshot-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il montre à quel point ils sont sélectifs. En un an, en 2024, l'équipe a rencontré plus de 200 équipes de gestion. Elle en a présélectionné 15 et a retenu seulement 5 nouveaux gérants au terme de ses analyses. Donc voilà, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils se disent ok, c'est cool, je peux acheter plein de choses. Non, ils font un travail de sélection qui est très précis, qui est très draconien et qui fait que sur 200, ils en retiennent seulement 5. Donc voilà, c'est des gens qui ont l'air d'être réfléchis et de faire attention à ne pas faire n'importe quoi avec leur argent. Et vous voyez, au niveau de la diversification générale, pour sécuriser le portefeuille, Burrell Participation s'attache à équilibrer son exposition à 50-50 entre les États-Unis et l'Europe. Et là, alors ça reprend plusieurs éléments que je vous ai dit juste avant, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Il y a juste quelque chose qui me paraissait intéressant, c'est les performances supérieures au marché. En moyenne, sur les 10 dernières années, il y a une appréciation moyenne annuelle supérieure à 14%. Donc le portefeuille de Burrell Participation surperforme sur le long terme les marchés et les acteurs publics. Donc voilà, ça me paraît intéressant. Quand je vous disais qu'ils faisaient très attention quant au choix de leurs investissements, et ben on voit que sur les 10 dernières années, ça leur donne raison avec une surperf qui est plus importante que celle du marché et que d'autres acteurs. Maintenant, on a vu les 3 activités en détail au niveau du holding, au niveau de Burrell SA. On va regarder les résultats de Burrell SA en 2024. Le chiffre d'affaires qui est en croissance. Alors, il y a un chiffre d'affaires en millions d'euros, il y a un chiffre d'affaires économique. Donc ça dépend si vous comptez les filiales en quote-part ou pas. Bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. On voit que dans les 2 cas, le chiffre d'affaires, il progresse avec un chiffre d'affaires, donc du coup, qui est réparti de la manière suivante. 50% en Europe, 29% en Amérique du Nord, 17% en Asie et 4% dans le reste du monde. En ce qui concerne le résultat net part du groupe, il est en progression, en légère progression, avec 115% versus 111 l'année dernière, mais c'est une progression quand même. Si on regarde le résultat net part du groupe par action, et ça on en reparlera tout à l'heure pour voir comment le dividende est couvert, eh bien on voit que il progresse logiquement avec 65 € par action, donc de bénéfices. Si on regarde l'actif net réévalué, il est en baisse. Pourquoi il est en baisse cet actif net réévalué ? C'est assez simple. Vous regardez la gueule du cours d'OP Mobility et vous aurez tout de suite compris pourquoi il est en baisse. Et donc forcément, par rapport à il y a quelques années en arrière, vous avez un actif net réévalué qui a été divisé par 2 par rapport au pic de l'action OP Mobility. Donc là, c'est très tributaire de cet équipementier automobile. Maintenant, si on regarde donc l'actif net réévalué par action, on est sur 746 € et on a une action qui, au moment où j'enregistre cette vidéo, est aux alentours de 316-320 €. Donc si vous faites 320 divisé par 746,
Hop, je me suis planté. 320 divisé par 746. On est sur 57% de décote par rapport à l'actif net réévalué. Alors sur les holdings, il y a toujours des décotes, mais je pense qu'une décote de allez, 30 à 40%, ça doit être, à mon sens, une décote maximale pour ce type d'entreprise. Et surtout, plus la famille Burrell arrivera à faire en sorte de diversifier ses actifs avec notamment la foncière qu'il développe très fortement et le capital investissement. Donc plus le holding sera dérisqué par rapport à OP Mobility et plus la décote pourra se réduire à l'avenir, à mon sens. Les indicateurs boursiers, donc vous voyez, je vous ai mis ça sur les 4 dernières années. Vous voyez sur 2021, 2022, 2023, 2024, le cours le plus haut, c'était en 2021, en tout cas sur ces 4 dernières années, avec 958 euros par action qui ont été atteints, donc 3 fois plus que le cours actuel. Vous avez un plus bas qui a été touché en 2024 à 310 euros. Bon, ça a encore descendu en 2025, on est descendu encore plus bas, on le verra après. Mais ce qui est intéressant, c'est le nombre d'actions au 31 décembre. Vous voyez, il n'y a pas de destruction de valeur pour l'actionnaire au niveau du nombre d'actions. Il n'y a pas de dilution puisqu'on est exactement sur le même nombre d'actions au niveau des 4 dernières années sur la société. Si on regarde le dividende, faut pas l'acheter pour la croissance de dividende, hein. Par contre, c'est un dividende qui pour moi est pérenne avec 15 euros au titre de l'année 2021, 16 pour 2022, 2023. Ce qui est proposé pour 2024, c'est 16 euros également. Et par contre, comme je vous le disais, la capitalisation boursière, forcément, elle a descendu puisque Burrell réplique globalement le cours d'OP Mobility. Donc on voit que la capitalisation boursière a été divisée par 2 par rapport à 2021. Mais bon, là on est dans le creux de la vague au niveau des équipementiers automobiles, donc c'est normal. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas le pire moment pour pouvoir mettre du Burrell en portefeuille. Alors c'est pas un conseil, hein, je vous explique juste comment moi j'ai raisonné pour pouvoir rentrer Burrell dans mon portefeuille. Je trouve que le dividende du coup par rapport au cours de l'action, ça vaut le coup. Et en plus, on pourra avoir un repricing de l'action au cours des mois ou des années à venir. Justement, puisqu'on parlait du dividende, on va zoomer un peu plus en détail. Donc, le dividende par action 2024 à verser en 2025, c'est 16 euros. Alors, attention parce qu'en fait, il y a eu un acompte sur dividende qui a été versé en juillet de l'année dernière, un acompte de 10 euros. Ça veut dire que là, cette année, en 2025, il y aura le solde. Et donc, le solde, il est de seulement 6 euros. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Si vous achetez Burrell, c'est pas pour avoir le dividende là tout de suite maintenant. C'est dans une logique de construction de long terme parce que l'année prochaine, vous devriez avoir au moins 16 euros à nouveau et sur les années à venir. Donc voilà, moi, c'est dans cette optique que je l'ai acheté. Moi non plus, je l'ai pas eu la compte sur dividende du mois de juillet. J'aurai le solde de 6 euros. Et par contre, l'année prochaine, si jamais on est sur un dividende au moins de 16 euros à nouveau, là, j'aurai bien le dividende en entier. Le BPA, le bénéfice par action 2024 est de 65,49 euros en progression par rapport à 2023 et un free cash flow par action, alors là c'est bonheur, 143,37 euros. Ça veut dire que vous avez un payout ratio, donc ça veut dire payout ratio, normalement, ceux qui me suivent savent ce que c'est, mais si vous ne savez pas et que vous venez découvrir la chaîne, déjà, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu quand je pense des nouvelles vidéos. Et donc, je vais prendre le temps de vous expliquer rapidement le payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion du résultat net que je vais verser en dividende. C'est-à-dire que sur mon résultat net, combien j'en prends pour reverser ça en dividende à mes actionnaires et combien j'en garde pour le développement futur de l'entreprise. Et donc là, le payout ratio, il est hyper faible, il est à 24,4% quand on prend le résultat net et quand on prend le free cash flow, donc c'est avec le free cash flow qu'on paye les dividendes, avec les flux de trésorerie libres, bien on voit que là c'est encore plus bonnard puisqu'on est seulement à 11% du free cash flow qui est versé aux actionnaires. C'est pour ça que je vous dis que pour moi le dividende il me paraît quand même pérenne puisque demain même s'il y avait une très très forte dégradation des résultats d'OP Mobility et qui venait donc du coup impacter Burrell SA, on est sur un payout ratio qui est tellement faible que la boîte pourrait, si jamais elle décidait de maintenir le dividende, largement absorber cette baisse-là. Le bénéfice demain, par exemple, s'il est divisé par 2, ça nous ferait encore, en maintenant le dividende à 16 euros, un payout ratio de seulement 50% sur le résultat net. Et sur le free cash flow, pour le coup, imaginons que le free cash flow est divisé par 2 lui aussi. Si on fait 16 divisé par 71 euros, on serait qu'à 22% de payout ratio sur free cash flow. Donc honnêtement, pour moi, ça me paraît safe, c'est assez conservateur la gestion de la famille Burrell et personnellement, ça me va bien.
Alors, c'est ce que je vous disais juste avant. Il y a eu un acompte sur dividende. Alors, il n'a pas été versé en juillet, je me suis planté, c'était en août. Bon, c'était l'été dernier, en tout cas, en août 2024. Donc, ça veut dire qu'il y aura un solde de dividende qui sera de 6 euros et qui sera mis en paiement le 30 mai 2025. Donc, c'est pour ça que ici, vous voyez, en 2023, total versé par Burel SA, c'était 28 millions d'euros aux actionnaires. On a un pic en 2024 à 46. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2024, Burel SA a versé 16 euros au titre de 2023, plus les 10 euros d'acompte sur dividende. Et cet acompte sur dividende, il a été possible parce qu'en fait, OP Mobility a lui-même versé un acompte sur dividende l'été dernier. Et donc, du coup, vous voyez, par rapport à la prévision sur 2025, on voit bien qu'on est sur 10,6 millions d'euros. 10,6 millions d'euros, ça correspond au solde de 6 euros multiplié par le nombre d'actions. Donc on voit bien que sur 2025, aujourd'hui, la famille Burel ne projette pas de renouveler ce type d'acompte sur dividende. Donc je ne sais pas pourquoi il y a eu l'acompte sur dividende qui a été décidé par OP Mobility. Alors, OP Mobility, c'est la famille Burel, donc c'est la famille Burel qui a décidé ça. Peut-être qu'ils avaient besoin de faire remonter du cash justement chez Burel SA pour faire des investissements, voilà, ou pour rembourser des dettes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas prévu sur 2025 à date qu'il y ait à nouveau un acompte sur dividende. Donc je me répète, mais je veux éviter qu'il y ait des déceptions. Si jamais vous décidez d'investir dans Burel SA, cette année, vous toucherez que 6 euros de dividendes parce qu'il n'y aura que le solde là, qui sera versé en mai. Et donc, il faudra attendre l'année prochaine pour avoir le dividende au titre de 2025 qui sera versé en 2026. En ce qui concerne mon exposition dans la société Burel SA, on voit que je possède 20 actions. J'ai un PRU, un prix de revient unitaire qui est un peu au-dessus du cours actuel avec 334,30 euros. Donc j'ai fait un investissement initial en plusieurs fois. Je suis rentré un peu trop haut à mon sens et après j'ai renforcé dans la baisse. Après, je fais très souvent ça, même systématiquement ça. Je fais des entrées par palier, surtout dans les marchés comme on a actuellement pour éviter de me retrouver collé avec une action et d'avoir un PRU qui est trop élevé. Et comme on ne sait pas trop ce que va donner le marché, et ben ça évite d'être frustré d'avoir acheté trop haut. Et donc, ça permet de se renforcer à bon compte. Donc, des systèmes de renforcement par palier. Et donc, mon investissement cumulé initial est de 6 686 euros. Ça me fait un rendement brut sur PRU de 4,8%. Et donc là, ça va dépendre un petit peu de que je souhaite allouer comme capital. Mais globalement, aujourd'hui, par rapport à ma taille de portefeuille, sachant que je l'ai acheté dans mon PEA PME, pas dans mon PEA, je me suis dit en termes d'objectifs qu'une exposition entre 25 et 30 actions auprès de la société Burel, ça me paraissait être plutôt pas mal pour le long terme. Mais après, encore une fois, ça dépendra du cash que j'arriverai à libérer, à générer pour pouvoir racheter des actions Burel sur mon compte PEA PME. Si on regarde le cours de bourse, je vous l'ai dit, c'est pas, je vous ai rien caché, c'est pas joli sur les 5 dernières années, mais moi, comme je suis investisseur de long terme, un cours qui est pas très joli et qui est même pour moi plutôt bas, ça me va bien parce que ça me permet de faire des bonnes affaires et d'avoir un rendement de dividende plus important à partir du moment où la société est gérée de manière saine. Et je pense que c'est le cas dans ce que j'en ai vu au niveau de la société Burel, en tout cas assez pour que je prenne le risque de m'exposer et que Burel SA fasse partie de mon portefeuille. Et donc, vous voyez, il y a eu un pic sur les 5 dernières années, sortie Covid au mois de mars 2021 où l'action a atteint et dépassé les 944 euros. Depuis, c'est la dégringolade et donc je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était entre 316 et 320. Et bien, c'est bien ça. Au moment où je tourne cette vidéo, elle a clôturé le vendredi 25 avril à 17h35 à 318 euros. Mais elle a fait des plus bas, vous voyez, sur les 52 dernières semaines où elle est passée sous les 300 euros à 294 euros. Et son plus haut, c'était 464 euros. Et donc, au cours actuel, on est sur un rendement d'un peu plus de 5%, 5,03%. Et si on regarde la dernière année, vous voyez, quand j'ai prévu de vous faire cette vidéo, c'était il y a une semaine, eh bien, l'action a été aux alentours des 300 euros, 306 euros le 22 avril, avant son petit rebond de ces derniers jours. Juste, je vous ai mis pour terminer, en ce qui concerne Burel SA, l'historique complet du cours. Alors, pendant la crise financière,
boursière elle est tombée en dessous des 30 euros. Incroyable. Donc là, on est encore 10 fois au-dessus. Et vous voyez que 2021, c'était pas le pic de tous les temps. Non, c'était en 2018, à l'époque où les équipementiers automobiles avaient explosé en termes de valorisation. Et donc là, on était monté à plus, je crois, de 1400 euros l'action. Alors, je sais pas si on reverra de sitôt ces sommets, mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve que c'est pas un mauvais moment pour pouvoir acheter Burel et c'est pour ça que je l'ai fait. Après, vous voyez, hein, ça peut aller encore plus bas. Vous voyez, en novembre 2011, on était sur une action qui valait 166 euros. Pour terminer sur Burel SA, attention au spread. Le spread, c'est quoi? C'est l'écart entre le meilleur prix de vente proposé et le meilleur prix d'achat sur le carnet d'ordre. Comme on est sur une valeur qui n'est pas ultra liquide, hein, je vous l'ai dit, il n'y a que 14%, 14-15% de flottant, eh bien, il peut y avoir des écarts qui peuvent être importants. Alors là, je vous avais fait un petit screenshot, par exemple, ça vient de Saxo Bank. Vous voyez l'écart entre 320 et 326. Eh bien, en fait, on est sur un écart de 2% à peu près entre ces deux valeurs, donc 2% dans un ordre d'achat, c'est pas neutre pour le coup. Donc si jamais vous souhaitez rentrer sur Burel, sachez qu'il peut y avoir des écarts plus ou moins importants et que je vous déconseille personnellement de passer des ordres au marché, c'est-à-dire à n'importe quel prix. Je vous conseille plutôt de passer des ordres à court limité, donc vous définissez un prix d'achat et il faut être un petit peu patient pour qu'il soit exécuté. Donc voilà, c'est le petit warning supplémentaire que je voulais vous mettre au niveau de la société Burel. On passe à la deuxième société de ce top 3 des dividendes du mois de mai 2025 et c'est une société sur laquelle ça faisait longtemps que je voulais rentrer. J'ai été patient parce que pour moi le prix était pas assez bas et donc du coup ça y est, cette fois-ci je suis rentré sur FDJ, enfin FDJ United maintenant comme c'est son nom pour souligner son ancrage de plus en plus européen, son développement européen malgré son ancrage français. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Je vous ai mis comme d'hab le code EASY si vous voulez retrouver l'action, mais c'est assez facile de retrouver l'action en tapant FDJ. Elle est bien entendu éligible au PEA. Elle a augmenté, enfin en tout cas elle projette d'augmenter son dividende de plus 15% en 2025 au titre de l'année 2024. Donc ça, c'est sous réserve du vote des actionnaires en assemblée générale, bien entendu. Et au cours actuel, ça représente un rendement de 6,5%. Alors, FDJ United, c'est ce que je vous disais. FDJ, c'était très franco-français. Depuis quelques années, il y a eu des rachats et notamment un énorme rachat en 2024 qui permet maintenant à la Française des Jeux, à l'ancienne, l'ex-Française des Jeux, de se diversifier au niveau de sa base géographique et donc de devenir de plus en plus européenne. Vous voyez, FDJ United revendique maintenant 33 millions de clients à travers le monde. Alors j'ai décidé d'arracher directement le sparadrap parce que je sais que parmi les personnes qui me suivent, et je vous en remercie, il y en a qui sont complètement allergiques au fait que l'État soit présent dans le capital d'une entreprise. Et pour FDJ, c'est le cas. Ça a été privatisé fin 2019, vous en avez tous entendu parler. Et l'État est quand même encore au capital. Vous voyez, l'agence des participations de l'État a encore 21,09% du capital. Donc je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça et pour certains, c'est un critère d'exclusion direct. Moi, je ne suis pas fan, mais ce n'est pas un critère d'exclusion. La preuve, je suis rentré massivement sur FDJ United. Mais voilà, il faut le savoir effectivement que vous avez le gouvernement à vos côtés si jamais demain vous rentrez sur FDJ United. Vous savez, maintenant, le gouvernement, même quand il n'est pas au capital d'une entreprise, il peut prendre des décisions qui sont néfastes pour tout un tas de boîtes. Vous voyez un petit peu là les différentes taxes pour les grandes entreprises, le bordel que ça a créé quand même à un moment donné sur les marchés boursiers il y a quelques mois en arrière. Vous voyez, hier par exemple, donc vendredi 25 avril, vous avez Edenred et Pluxee qui se sont fait déglinguer à la Bourse de Paris. Pourquoi? Puisqu'en fait, vous avez des informations de presse qui disent qu'au Brésil, le gouvernement réfléchirait à changer complètement le système au niveau des tickets restaurants. Donc, il y aura un impact qui serait très important si jamais ce projet, cet embryon de projet allait à son terme. Très important sur les bénéfices d'Edenred et de Pluxee parce que c'est un gros pays pour eux.
pour eux. Donc un pays qui est très rentable. Donc vous voyez, pour le coup, il n'y a pas le gouvernement français ni le gouvernement brésilien, à ma connaissance, qui sont au capital de Pluxee et de Donred. Et pour le coup, ça ne les empêche pas de prendre des décisions qui peuvent impacter malheureusement ces entreprises-là. Donc voilà, il n'y a pas de garantie à 100%. C'est parce que vous êtes dans une boîte avec le gouvernement qui n'est pas du tout au capital que vous allez être forcément protégé de certaines décisions politiques. Après, c'est sûr que ça rajoute toujours un petit peu de risque quand on voit comment l'État a géré dans le passé ses participations. Ceci étant dit, je vous propose d'avancer avec donc du coup FDJ United qui maintenant est un groupe de plus de 5000 collaborateurs. Ça a fait 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. FDJ United est présent dans une quinzaine de marchés localement régulés à travers le monde. Effectivement, c'est une boîte cotée, c'est une boîte sérieuse. Ils ne vont pas faire n'importe quoi, aller sur des marchés qui ne sont pas régulés et prendre le risque derrière d'avoir des soucis. Donc, vous voyez, ils sont présents en Europe. Il y a la Finlande qui devrait ouvrir en 2026 normalement. Et puis, FDJ United est maintenant, grâce à son rachat d'Unibet, aussi présent en Australie notamment. Et donc, je vous le disais juste avant, je me suis un peu divulgaché, mais en même temps, vous êtes au courant, hein, c'est pas neuf. Le fait que la FDJ a racheté Kindred, le suédois Kindred, qui possède notamment la marque Unibet. L'autorité de la concurrence a autorisé ce rachat et donc il a été mené à terme. Alors là, je vous ai mis justement un extrait de l'avis de l'autorité de la concurrence où ils ont regardé les activités des différentes parties avant l'opération. Donc vous avez la FDJ donc, qui est présente dans les paris hippiques, dans les paris sportifs, également dans le poker en ligne et puis au niveau du monopole, des jeux sous monopole, il y en a donc au niveau des paris sportifs en point de vente et également bien entendu donc la loterie, que ce soit en ligne ou en point de vente. On parle vraiment du marché français là, et vous avez donc Kindred qui vient renforcer la FDJ sur tout ce qui est paris hippiques, les paris sportifs énormément avec notamment la marque Unibet comme on le disait, et également le poker en ligne. Bon, il y a pas mal d'articles qui sont sortis à l'époque sur l'opération de la Française des Jeux qui rachète l'entreprise Kindred. Donc pourquoi la Française des Jeux a racheté l'opérateur suédois Kindred en dépensant 2,6 milliards d'euros? Eh bien, c'est pour pouvoir se dérisquer par rapport à la France, pour pouvoir pénétrer de nouveaux marchés, générer des économies d'échelle. Tout bonnement, l'entreprise française avait pour objectif de devenir un vrai champion européen des jeux d'argent et de hasard. C'est maintenant le cas. Il y a eu le feu vert de l'autorité de la concurrence en France mi-septembre et donc l'entreprise Kindred a été retirée de la bourse de Suède. C'est effectivement une étape qui a été considérée comme majeure par la présidente de la FDJ, en sachant que c'est pas le premier rachat que fait la FDJ, mais c'est le plus gros de son histoire, puisque en fait il y a eu quelques temps en arrière, la FDJ avait racheté The Turf ou The Turf, je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas c'était le deuxième opérateur du marché français des paris hippiques en ligne. Et puis en 2023, un opérateur d'une loterie à l'étranger, en l'occurrence c'est la loterie irlandaise, donc qui a été rachetée pour une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros à l'époque. L'effet marquant de 2024, si on se centre vraiment sur le business de la FDJ, eh bien forcément ce qui est mis en avant par la présidente et l'ensemble du management, c'est le succès de l'OPA sur Kindred. On vient d'en parler, je ne vais pas épiloguer plus que ça, ils disent juste que l'intégration est en bonne voie. Il y avait aussi une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête de la FDJ, avec notamment une enquête qui avait lieu par la Commission européenne pour savoir si au moment de la privatisation, il n'y avait pas des aides d'État qui avaient été accordées et si le montant de la soulte que FDJ avait dû payer à l'État pour avoir le marché pendant 25 ans était pas trop élevé. Et donc tout le monde flippait que le montant supplémentaire à verser par la FDJ soit assez énorme. Au final, il y a eu un complément de seulement 97 millions d'euros. Donc voilà, il n'y a pas eu d'impact au niveau de la FDJ. Il y avait également une crainte au niveau du Conseil d'État que la durée exclusive des droits de 25 ans soit jugée comme étant excessive et donc du coup que ça réduise sa durée de monopole. Et il n'en a rien été. Le Conseil d'État a déclaré que tout était conforme et que cette durée de droit de 25 ans a été considérée comme n'étant pas excessive. Regardons plus en détail les chiffres 2024 avec une performance financière qui a vraiment été très bonne. Elle a été supérieure aux attentes, c'est vrai. La FDJ a surperformé les attentes des analystes. Donc il y a deux choses. Il y a du 2024 publié et du 2024 pro forma. Publié, c'est quoi? C'est la FDJ qui était toute seule
au cours des 3 premiers trimestres. Et sur le dernier trimestre, eh bien, il y a eu donc Kindred, la société suédoise qui a été rachetée, qui a été rajoutée. Donc vous avez 3 trimestres seuls, plus un trimestre avec le nouveau groupe complet. Et le proforma, c'est quoi? C'est si jamais Kindred avait été comptabilisé dès le 1er janvier 2024. Voilà, donc c'est l'équivalent du nouveau périmètre FDJ United quand on regarde le proforma. Bon, si on regarde le publié, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est sur un taux de marge qui est très intéressant, à 26%, avec un EBITDA courant à quasiment 800 millions d'euros. Après, il publie 2 résultats nets, un résultat net et un résultat net ajusté. Alors, je suis jamais très fan des ajustements pour le coup, parce que s'il y a des règles comptables qui sont là, c'est pour une bonne raison. Mais eux, ils jugent que si on veut regarder vraiment ce que produit, ce que génère le business, il faut regarder plutôt leurs résultats nets ajustés. Donc, ils partent de ça pour pouvoir calculer le payout ratio. Vous voyez que le dividende, il sera de 2,05 € s'il est validé par l'Assemblée générale qui aura lieu le 22 mai 2025. Ça représente un accroissement de 15% par rapport à 2023 et un taux de distribution sur le résultat net ajusté de 77%. Et si on regarde le proforma, eh bien au niveau du proforma, regardons le résultat net ajusté. Là, on est sur du 537 millions d'euros. La FDJ, c'est une cash machine avec un taux de conversion de l'EBITDA courant en cash de 85%. Je peux vous dire que c'est un chiffre qui est très élevé. Et ça fait partie des choses qui m'ont attiré chez FDJ United. Alors, on passe d'une situation de cash net positif à un peu plus de 800 millions d'euros à une dette financière de 1,8 milliard. Ben, c'est normal quand on fait les 800 millions de trésor qu'il y avait plus les 1,8, on est sur 2,6 milliards qui est le prix payé par FDJ pour racheter Kindred. Et donc, la dette financière nette par rapport à l'EBITDA courant en pro forma, on est sur moins de 2 fois, on est sur 1,9 fois. Donc ça va, ça reste tout à fait correct. Mais c'est vrai que je suis assez impatient que FDJ United se désendette. Et normalement, avec le cash qui est généré, ils vont pouvoir avoir un désendettement assez rapide. En tout cas, la note de crédit de long terme est plutôt saine de la part de Moody's avec une perspective qui est stable. Donc FDJ United, au niveau financier, c'est du solide. C'est effectivement un nouveau groupe, comme je vous le disais, au niveau de Kindred. Donc, ils ont arrêté les marchés non localement régulés, donc des marchés sur lesquels il n'y avait pas de législation, où ce n'était pas légal de faire des jeux et sur lesquels était quand même Kindred. Donc, FDJ ne veut pas d'ennui et donc a arrêté ça au T4. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils regardent, ils avaient déjà identifié, mais ils mettent en place les nouvelles synergies et les optimisations de coûts qui avaient été identifiées au-delà de la fusion des activités en France. Et donc, il y a à peu près un peu plus de 50 millions d'euros de synergie et d'optimisation de coûts supplémentaires qu'ils ont réussi à trouver avec un effet graduel à horizon 2027. Je vous le disais, une présence européenne maintenant qui est très forte avec notamment un marché qui est en cours d'ouverture, qui devrait ouvrir en 2026, c'est la Finlande. Donc la FDJ se met en ordre de bataille pour pouvoir pénétrer ce marché et donc choper des parts de marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années en arrière, du coup, la France, c'était 100% du chiffre d'affaires de FDJ. Et donc là, on voit en pro forma, donc si jamais Kindred avait été intégré au 1er janvier 2024, on voit que l'international pèse maintenant un peu plus d'un quart des revenus. Si on regarde la part de chiffre d'affaires qui est en concurrence versus celle qui est plutôt protégée avec les droits exclusifs, on voit que vous avez les 2 tiers du chiffre d'affaires qui sont protégés et 34% qui sont sur des univers qui sont concurrentiels. C'est plutôt pas mal. On a quand même les 2 tiers du chiffre d'affaires qui sont protégés et sur la partie en concurrence, eh bien, à la FDJ de se battre correctement et d'arriver à gagner des parts de marché par rapport aux nombreux concurrents. Et si on regarde la répartition points de vente en ligne, on voit que 65% du CA est généré en points de vente, 35% en ligne, et que sur 33 millions de joueurs, il y en a 9 millions qui sont en ligne. 9 millions qui sont en ligne, ça fait moins d'un tiers des joueurs, donc là, il y a du levier. Et on voit que en répartition du CA, comme je vous disais juste avant, c'est 35% du CA. Donc ça veut dire que j'en déduis que les joueurs en ligne ont tendance à dépenser plus. Et, sauf erreur de ma part, tout ce qui est en ligne génère plus de marge pour la FDJ. Donc, je pense qu'il y a du levier là-dessus pour avoir un peu plus de marge avec plus de joueurs en ligne, en direct et également avec des joueurs du coup qui ont l'air de dépenser plus. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des plus gros joueurs? Est-ce que c'est parce que quand vous avez votre smartphone dans votre poche, c'est plus simple de recharger du crédit directement, de l'argent sur son application FDJ pour pouvoir jouer et donc jouer plus souvent? Je sais pas, mais en tout cas, force est de constater que les joueurs en ligne ont l'air de dépenser un peu plus que les joueurs qui vont dans les points de vente, en tout cas en moyenne par joueur.
Dans son nouveau groupe, c'est important de voir la répartition du chiffre d'affaires. Donc, on voit qu'on a 66% du chiffre d'affaires pro forma 2024 qui se fait en France dans les loteries et les paris sportifs. Tout ce qui est paris et jeux en ligne, on est sur 27%. La loterie internationale, donc ça veut dire l'Irlande, pèse 5%. Et ils ont développé depuis quelques années des systèmes de paiement. Donc, tout ce qui est business unit, paiement et services, ça représente aujourd'hui 2% du chiffre d'affaires de la FDJ, de FDJ United. Si on regarde rapidement sur les paris et jeux en ligne de manière spécifique, c'est un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 milliard d'euros. On voit qu'il y a 3 gros marchés aujourd'hui, c'est le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas. Il y a eu un impact important, on va le voir au niveau des résultats du premier trimestre 2025, de la régulation aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Et si on regarde donc du coup toujours les paris et les jeux en ligne, on voit que c'est le casino en fait qui représente la plus grosse part de chiffre d'affaires, suivi des paris sportifs et hippiques, et tout ce qui est poker, bingo, on est sur une part qui est vraiment très faible. Par contre, l'entreprise souligne la marge très élevée dans les paris sportifs. Alors, je vous ai remis cette slide juste pour qu'on puisse comparer ça, le cash flow libre, parce que ça n'était pas présent sur les slides précédentes. On avait juste le taux de conversion de l'EBITDA en cash flow. Donc là, on a 675 millions en publié, en free cash flow. Et si on regarde en pro forma, donc avec Kindred sur une année complète, en l'occurrence année 2024, on passe à 847 millions d'euros. Donc on a un gros free cash flow avec le taux de conversion de l'EBITDA qui est de 88% quand on est en pro forma versus 85%. Donc c'était déjà un taux qui était très élevé, mais normalement Kindred va faire en sorte d'avoir un free cash flow qui va être un peu plus important. En ce qui concerne 2025 sur le réseau en France pour les loteries et paris sportifs, je vous ai mis les perspectives 2025, donc en termes d'animation commerciale notamment. Voilà, pareil, ça vous intéresse, je vous laisse faire une pause. Sur les paris et jeux en ligne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors déjà, ils mettent en avant les nombreux événements sportifs, notamment avec la Champions League et la Coupe d'Afrique des Nations. Et bon, il y a une marque, moi je ne connaissais pas, mais qui apparemment est plutôt connue dans certains pays, qui est 32 Red ou 32 Red, je ne sais pas comment ça se dit. Mais en tout cas, il prévoit de lancer ça dans de nouveaux pays et de migrer donc sur la plateforme technologique de Kindred au Royaume-Uni. Je sais qu'ils ont des stratégies effectivement d'avoir une seule et même plateforme pour toute l'Europe pour pouvoir avoir des synergies et pouvoir accélérer les développements. Vous voyez, avec la plateforme de paris sportifs KSP sur plusieurs marchés. Il y a une nouvelle orga apparemment qui se met en place au niveau de la France. Comme je vous l'ai dit, ils préparent l'ouverture du marché en 2026 au niveau de la Finlande et ils ont trouvé des synergies et optimisation de coûts supplémentaires supérieures à 50 millions d'euros. Ça, c'est pour essayer de compenser la taxation supplémentaire à venir des jeux au niveau de la France. Voilà, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont être lancées sur les paiements et services, mais pareil, si ça vous intéresse, eh bien faites une pause, ça vous permettra de lire la slide tranquillement. Sur les perspectives 2025, ça va quand même refroidir un peu le marché. Le chiffre d'affaires devrait être stable par rapport au pro forma 2024 et la marge d'EBITDA courant en baisse, parce que supérieur à 24% versus du 25,5%. Et ils ont fait effectivement un petit paragraphe sur les effets des augmentations de taxes en France et aux Pays-Bas et le durcissement de la mise en œuvre de la régulation aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Et donc ça va avoir des coûts supplémentaires. Et donc l'idée, c'est d'atteindre au moins 100 millions d'euros d'économies supplémentaires en 2027 pour pouvoir compenser ces évolutions du cadre réglementaire qui va impacter directement la marge et donc le bénéfice de FDJ United. C'est le truc que les marchés n'ont pas du tout aimé. Ça, c'était les perspectives 2025. Et en ce qui concerne les objectifs financiers à moyen terme, eh bien, ils sont parfaitement maintenus et ils visent notamment une réduction de la dette financière nette fin 2025 versus fin 2024 supérieure à 150 millions d'euros avec une baisse du levier d'endettement. Et quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, c'est notamment la progression annuelle du dividende. C'est censé refléter les performances et les perspectives de moyen terme de FDJ United. Donc, normalement, on devrait avoir une croissance. Alors, je ne vous dis pas que ce sera plus 15% chaque année au niveau du dividende, mais pour le coup, si on arrive à accrocher un petit plus 5, plus 6% de manière régulière chaque année, moi personnellement, ça me va très bien. Alors, ce qui m'intéresse sur cette slide, c'est la phrase d'en bas. C'est une journée investisseur se tiendra le 24 juin après-midi. Ça va être très intéressant. Ça va être structurant pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que, en fait, ça fait quand même quelques mois que la FDJ United souffre en bourse, notamment à cause des perspectives 2025 qui sont pas dingues. Elles sont pas catastrophiques, mais elles sont pas dingues. À cause de l'évolution de la taxation, à cause de l'évolution de la réglementation, il y a des impacts. Et donc, du coup, ce sera hyper intéressant de voir comment FDJ United
compte se sortir de tout ça et malgré tout créer de la valeur, créer plus de bénéfices et donc de résultats à redistribuer aux actionnaires. Et donc moi, ça m'intéresse tout particulièrement et peut-être que cette journée investisseur permettra enfin à l'action FDJ United de sortir un peu de sa torpeur et de repartir vers le haut. Rapidement, regardons les résultats du premier trimestre qui sont sortis à 925 millions d'euros. C'est en baisse de 1% par rapport à périmètre comparable, donc avec Kindred inclus en 2024. Donc effectivement, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu des bonnes performances de la BU Loterie et Paris Sportifs en France avec un chiffre d'affaires en hausse de plus 4%. Par contre, la BU Paris et Jeux en ligne a baissé de 10% à taux de change constant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un durcissement dans la mise en œuvre de la régulation aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et une grosse augmentation de la fiscalité aux Pays-Bas. Forcément, il y a eu un impact. La preuve, c'est-à-dire qu'en excluant les Pays-Bas et le Royaume-Uni, le chiffre d'affaires de cette BU ressortirait à plus 8% versus la baisse de moins 10%. Donc on voit l'impact effectivement de la régulation. C'est un des risques effectivement de s'exposer à FDJ United. On est un peu plus que dans d'autres secteurs exposé à la réglementation, une évolution de la réglementation. Il faut le savoir quand vous décidez d'investir dans FDJ United. Au niveau du chiffre d'affaires, donc sur le T1, on voit que la loterie internationale a plongé de 21,8% et que les paiements et services qui ne représentent pas grand-chose ont légèrement augmenté. Alors la loterie internationale, pourquoi elle a plongé ? C'est parce qu'en fait, il y a eu beaucoup plus de gagnants, un nombre exceptionnel de grands gagnants loto. Et donc, voilà, c'est comme ça. Pour le coup, c'est la faute à pas de chance. Tant mieux pour les gagnants. C'est un peu moins bon pour FDJ United. Mais bon, on sait très bien que là-dessus, la roue tourne et que normalement, c'est plutôt FDJ United qui est gagnante. Et donc, voilà, il y a eu cet impact-là à cause de ces phénomènes exceptionnels et qui, par définition, n'est pas récurrent. Allez, regardons le dividende de FDJ United. Dividende par action 2024 à verser en 2025. 2,005 en progression de plus 15%. Le bénéfice par action net ajusté 2024 publié. Donc, je suis parti du résultat net ajusté. On est sur 2,65 euros. Et donc, c'est un BPA qui a augmenté de plus 13%. Donc, ils ont fait augmenter le dividende légèrement plus que le bénéfice par action, ce qui nous donne un payout ratio sur résultat net de 77,3%. Maintenant, je vous ai quand même calculé le payout ratio sur le free cash flow. Et donc, on regarde le free cash flow par action, il est de 3,64 euros, c'est-à-dire plus 15%. Et donc là, on voit que le payout ratio est plus faible sur le free cash flow puisqu'on est à 56,3%. Bon, après, j'ai pas envie qu'ils augmentent beaucoup plus le payout ratio sur free cash flow parce que j'ai envie qu'ils se désendettent et qu'ils puissent même faire d'autres rachats intéressants plus tard pour continuer de se diversifier au niveau des risques géographiques notamment. Mais on voit que le dividende, eh bien, il est soutenable. C'est un business qui génère de la croissance malgré les contrevents actuellement de la régulation qui évolue, malgré les taxes qui évoluent et pas dans le bon sens. Eh bien, FDJ United, c'est de la croissance. C'est de la croissance pas très très forte pour le coup à mon avis dans les années à venir, mais c'est des résultats qui est solide et donc un dividende qui est largement tenable dans le temps et qui pourra même normalement continuer à être augmenté, pas au même rythme, mais avec une petite augmentation sympathique au cours des années à venir. En ce qui concerne mon exposition à FDJ United, je suis rentré assez fortement. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais FDJ United dans ces prix-là que là, je suis rentré par palier. J'ai commencé à rentrer, je crois, vers 32 euros, 32,50 € ou 33, un truc comme ça. Ouais, 32,50. Et j'ai renforcé au fur et à mesure de la baisse. Donc toujours avec mon système d'achat par palier, comme je vous l'ai dit, surtout dans les marchés qui sont très mouvementés ou c'est les marchés qu'on appelle porte de saloon, qui peuvent aller en haut, en bas, on n'en sait rien. Et donc du coup, ça peut se retourner très très vite, très très rapidement, plusieurs fois dans une même journée. Et donc c'est hyper important de faire des entrées fractionnées dans ces conditions de marché actuelles. Et j'ai donc acheté au total, au cumul, 500 actions, un PRU de 30,04 €. J'ai pas eu le meilleur PRU du monde, mais au final, c'est comme ça. C'est toujours rare d'acheter au point bas et de revendre au point haut. Et donc, mon investissement initial est de 15 020 €. Et mon rendement brut sur PRU est de 6,82 €. Enfin, brut, c'est mon rendement net également pour le moment parce que je suis dans le cadre du PEA. J'ai acheté la FDJ United dans le cadre du PEA. Et donc, tant que je ne retire pas ces dividendes, comme vous savez, ce n'est pas fiscalisé. Je n'ai pas de prélèvements sociaux. Donc, pour le moment, je vais avoir quasiment 7% qui vont rentrer chaque année sans compter l'augmentation possible du dividende. Et c'est de l'argent que je vais pouvoir réinvestir ailleurs. Au niveau de mon objectif d'exposition, il est atteint. Je n'ai pas envie de m'exposer
surexposé plus que ça par rapport à la taille de mon portefeuille. Ça reste cohérent d'avoir 500 actions FDJ United. On ne sait jamais à 100% si une entreprise va bien se passer, si il ne va pas y avoir un scandale financier à un moment donné, s'il ne va pas avoir des problèmes d'ordre pas conjoncturel mais structurel qui fait que ça pourrait impacter fortement l'investissement qu'on a fait. Et donc du coup, je ne souhaite pas me surexposer à FDJ United. J'ai déjà 500 actions. Alors après, si jamais il y a une grosse baisse de marché généralisée, bon, et que j'ai du cash, allez, peut-être 50, 100 actions supplémentaires, mais honnêtement, je n'irai pas au-delà pour éviter de me surexposer à FDJ United au niveau de mon portefeuille. Si on regarde la tête de l'action FDJ United sur la dernière année, on voit qu'elle a tutoyé les 40 euros avec un plus haut à 39,88 € sur les 52 dernières semaines, un plus bas à 26,50 € qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Là, on voit que depuis début avril, il y a eu un rebond. Il y a eu un rebond depuis le 6-7 avril avec FDJ qui a rebondi à 31,10 €. Bon, aujourd'hui, ça me semble encore correct pour s'exposer. Maintenant, attention, il va peut-être y avoir du retracement. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse technique. Moi, c'est du fondamental. Je m'en fous un peu de la gueule des cours de bourse. Mais il n'empêche qu'après le rebond qu'il y a eu, si jamais ce n'est pas suivi d'effet de manière très concrète au niveau des droits de douane, peut-être qu'au mois de mai, on aura effectivement un peu de baisse des marchés, un peu de retracement qui permettront de re-rentrer sur FDJ en dessous des 30 €. Et là, je vous avais mis le cours en fait sur toujours les 52 dernières semaines, mais vous voyez en fait le 5 mars il y a eu une cassure, l'action était quasiment revenue à 38 € et donc là il y a eu un gros drop jusqu'à début avril comme on l'a vu juste avant. Et si on regarde sur les 5 dernières années, un plus haut au-dessus des 51 € en 2021 en post-Covid, sachant que l'action de mémoire a été introduite fin 2019 à 20 €. Et donc là on est aujourd'hui sur des points qui semblent être régulièrement des points bas au niveau de l'action FDJ United. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer en ce qui concerne FDJ United. On va passer à la troisième et dernière action de ce top 3 des actions à dividendes éligibles au PEA. Une action que j'aime particulièrement qui s'appelle Eurazeo. Je vous ai mis le code ISIN, elle est éligible au PEA et donc elle est sur une proposition d'augmentation du dividende de plus 10%. Et au cours actuel, alors c'est pas le plus gros rendement de la sélection, c'est même le plus faible, mais il n'empêche que Eurazeo, ça m'intéresse particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a l'augmentation de dividendes qui est très conséquente et ça depuis 2-3 ans. Et il y a du rachat d'actions massif. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est sur des cours qui sont intéressants au niveau d'Eurazeo dans la perspective de pouvoir se générer du rendement sur prix de revient unitaire assez intéressant dans quelques années. Donc là, j'achète du Eurazeo pour du bon rendement en 2028, 2029, 2030 et les années suivantes. Voilà pourquoi j'achète du Eurazeo aujourd'hui. On va bien sûr rentrer un petit peu dans le détail avec notamment donc Eurazeo. Je me suis dit, comment vous expliquer ce qu'est Eurazeo ? C'est simple, je vais aller sur leur site web et je vais aller sur leur présentation. Donc Eurazeo se présente comme ça. Eurazeo est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 36,1 milliards d'euros d'actifs diversifiés, dont 26,2 milliards pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ces stratégies private equity, donc d'entreprises privées qui ne sont pas cotées, de dettes privées, d'immobilier et d'infrastructures. Et donc le groupe accompagne près de 600 entreprises et Eurazeo a 400 collaborateurs qui sont spécialistes du private equity, de la dette privée et de l'immobilier également. Eurazeo, alors il y a eu différents rachats, des fusions, mais Eurazeo a plus de 50 ans, donc il y a un track record qui est solide. Donc ça, c'est une des slides qui mettait en avant lors du Capital Market Day de 2023. Il faut savoir qu'il y a eu du changement au cours des dernières années chez Eurazeo, puisque les frangins Decaux sont rentrés au capital. En juin 2017, ils ont racheté 15,4% du capital. C'était une participation qui était détenue par Crédit Agricole et ils voulaient sortir d'Eurazeo. Et donc, les frères Decaux ont souhaité acheter cette participation. Je vous l'ai mis, c'est un PRU de 70 €. Et ensuite, ils ont fait plusieurs renforts supplémentaires pour pouvoir continuer à monter au capital d'Eurazeo. Donc ça, c'était en 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En 2022, les frères Decaux ont pris la présidence du conseil de surveillance d'Eurazeo.
et ils ont décidé de changer les choses. Vous voyez l'article du Monde, là, la famille Decaux prend le pouvoir au sein de la société d'investissement. Ils ont organisé une réunion un dimanche pour pouvoir débarquer la présidente du directoire, Virginie Morgon, qui était présente depuis des années. Je crois qu'elle a fait 18 ans chez Eurazeo. Et donc, du coup, ils ont débarqué la présidente du directoire pour pouvoir installer un nouveau tandem. Alors ils aiment bien ça, les frères Decaux. Il faut savoir que eux, pour gérer JC Decaux, ils ont une présidence tournante. Donc en fait, une année, il y a un des frangins qui est président et l'autre qui est DG, et ça s'inverse l'année suivante, et ils font ça comme ça. Et ils aiment bien avoir des décisions un peu plus collégiales et éviter d'avoir une personne qui décide de tout dans une entreprise. Et donc ils ont installé un tandem à la tête d'Eurazeo. Donc vous avez Christophe Bavière et également William Cadouche-Chassin, qui sont tous les deux co-CEO d'Eurazeo depuis fin 2022, début 2023. Il y a un plan stratégique qui avait été présenté fin 2023. Donc l'ambition, c'est quoi? C'est de devenir l'acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe sur les segments du mid-market, de la croissance et de l'impact. Très concrètement, Eurazeo avait une stratégie sous la précédente direction, notamment de se développer aux États-Unis. Les frères Decaux, ils ont dit stop, on arrête les États-Unis, on va se focuser sur un secteur géographique qu'on maîtrise, qui est proche de chez nous, qui est l'Europe. Et donc, du coup, ils sont sortis, ils sont en train de sortir, en tout cas, ils font plus de nouveaux investissements aux US. Et donc, recentrage directement sur l'Europe, sur les 3 années actuelles, jusqu'en 2027. Et la dernière phrase est assez sympathique. Accélérer la bascule vers un modèle asset light conjugué à une augmentation significative des retours aux actionnaires. Bah ouais, ils sont rentrés, je vous l'ai dit, à un PRU de 70 €. Ils n'ont pas du tout été contents. C'est pour ça qu'ils ont aussi dégagé Virginie Morgon. Ils n'ont pas été contents du cours de bourse, en fait, et de la création de valeur donc, de l'action Eurazeo. Et donc, du coup, ils veulent augmenter les retours aux actionnaires. Donc, les Decaux, ils sont puissants chez Eurazeo, mais ils ne sont pas non plus majoritaires. Donc, pour moi, ils prennent soin aussi des minoritaires. Il y a un alignement d'intérêts qui est assez intéressant chez Eurazeo. Si on regarde les perspectives financières sur la période 2024-2025, donc du plan stratégique qui a été établi par les nouveaux deux co-dirigeants de Eurazeo, eh bien, je vais... Alors pareil, vous pouvez faire une pause dans cette vidéo pour pouvoir tout lire. Moi, je vais me focaliser sur le fait qu'il y a une croissance attendue des commissions de gestion, donc les revenus récurrents en provenance de tiers, en hausse attendue de plus 15% par an en moyenne. Ils ont prévu également de baisser les investissements du bilan, puisqu'ils investissaient beaucoup en fonds propres. Eurazeo, c'était la marque même de fabrique d'Eurazeo. Donc l'idée, c'est de libérer du capital pour récupérer ce cash pour le redistribuer notamment aux actionnaires et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de tiers, donc d'institutionnels et de particuliers qui confient leur argent à Eurazeo et que Eurazeo puisse prendre des commissions de gestion directement sur cet argent qui grossit et qui vient de l'extérieur. L'objectif également, c'est d'atteindre un objectif de marge, donc sur les fee-related earnings à 35-40% à moyen terme, avec une croissance attendue des revenus et une grosse discipline sur les coûts, notamment grâce à la digitalisation et à l'automatisation. Pareil, je vous laisse faire un arrêt si jamais ça vous intéresse de pouvoir lire l'ensemble des lignes. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le groupe compte générer 4 milliards de capital excédentaire sur la période 2024-2027. Quand on a capital et le mot excédentaire, ça sent survent bon pour les actionnaires. Et donc, l'idée, c'est de faire environ 7 milliards d'euros de cession, donc 25% de la valeur du portefeuille par an, en ligne avec l'historique du groupe, d'en réinvestir 3. Donc ça veut dire qu'il en reste 4. Et donc, du coup, sur ces 4 milliards, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ils ont prévu notamment 2,3 milliards qui devraient être distribués aux actionnaires au cours des 4 prochaines années. 800 millions d'euros cumulés au niveau du dividende, avec une augmentation qui avait déjà eu lieu en 2024 au titre de l'exercice 2023 de 10%. Là, ils remettent ça cette année, on va le voir après, et également un très gros plan de share buyback, c'est-à-dire de rachat d'actions pour pouvoir les annuler. Donc 1,5 milliard d'euros devraient être alloués et ils ont déjà commencé au plan de share buyback, au rachat d'actions dans le but d'annuler ces 200 millions d'euros par an, tous les ans, à partir de 2024. Et certaines années, ils vont accélérer et augmenter ce montant-là. Donc, le but, c'est de réduire la décote qui existe actuellement sur Eurazeo. Et vous voyez la phrase tout en bas, share buyback will continue as long as significant discount to intrinsic value persists. Ouais, vous avez vu, j'ai pas perdu mon accent anglais à couper au couteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ceux qui parlent pas anglais, que les rachats d'actions vont continuer aussi longtemps
qu'il y aura un discount significatif sur la valeur intrinsèque d'Eurazeo. Donc tant que l'action cote bien en dessous de sa valeur intrinsèque, eh bien ils ont l'intention de continuer ces share buyback parce que c'est un moyen de générer de la valeur pour l'ensemble des actionnaires en rachetant ces actions et en les annulant. Je vous l'ai mis en français, là pour le coup, pour que vous puissiez, effectivement, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Et j'ai fait un petit calcul au cours de l'action d'Eurazeo en date du 25 avril 2025, donc la veille du tournage de cette vidéo. Eh bien, le montant du rachat d'actions, les 1,5 milliard par rapport à la capitale boursière d'Eurazeo, ça représente 32% de la capitalisation. Alors, le truc, c'est que l'action, elle fluctue. En plus, le plan de share buyback, il n'a pas été annoncé hier. Il a été annoncé il y a plus d'un an maintenant, il y a un an et demi. Donc, pour le coup, à l'époque, ça représentait peut-être pas 32% de la capitalisation. Mais globalement, on peut se dire raisonnablement qu'entre 20 et 25% du capital d'Eurazeo devrait être racheté et annulé. Et donc, ça permettra à tous les actionnaires, y compris moi pour le coup, parce que je suis rentré chez Eurazeo, de pouvoir posséder une part plus importante de l'entreprise et donc du coup, à un montant de dividende équivalent, pouvoir en toucher plus sur chacune des actions que je possède. D'ailleurs, vous voyez que ça a commencé à produire son effet, le plan de rachat d'actions, puisque à fin décembre 2023, la famille Decaux possédait 17,86% du capital et 25% des droits de vote. Et donc là, on voit qu'avec les différents rachats d'actions, eh bien, JC Decaux est passé à 19,6%, donc a gagné quasiment 2% de présence au capital d'Eurazeo sans débourser 1 euro de plus. On voit les rachats d'actions en plus, ici, ça va continuer à augmenter puisque les treasury shares, donc les actions qui sont possédées en autocontrôle par Eurazeo, au 31 décembre 2024, ça représentait 6,8% des actions. Et donc, quand Eurazeo va appuyer sur le bouton pour pouvoir les annuler, eh bien, tous les actionnaires vont monter automatiquement un peu plus encore au capital d'Eurazeo. Donc, vous voyez, ce n'est pas des petits rachats d'actions avec un flottant qui représente aujourd'hui 53% des actions. Je vous ai mis quand même quelques sociétés dans lesquelles Eurazeo est présente au capital. Donc, au niveau des principales participations, ils ont mis le top 20 par ordre alphabétique. Vous voyez qu'il y a quelques marques connues. Vous avez Aromazone, que je connais personnellement, je trouve qu'il se développe plutôt bien. Vous avez du back market sur la revente de produits électroniques reconditionnés. Vous avez Carambar. Carambar, d'ailleurs, il y a quelques rumeurs de presse sur le fait qu'il y a quelques fonds qui seraient potentiellement intéressés pour acheter Carambar. Donc, il y aura peut-être bientôt une sortie d'Eurazeo de Carambar, on l'espère, avec une petite plus-value sympathique. Ils sont au capital aussi de Doctolib notamment. Enfin bref, il y a pas mal de marques assez connues, donc de belles entreprises. Moi, honnêtement, ma spécialité, c'est pas de miser sur entreprises de croissance. Ça, honnêtement, je sais pas faire. Moi, je regarde la renta, je regarde les dividendes. C'est ça que je sais faire. Et donc, du coup, je me dis qu'avec Eurazeo, je fais d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'en achetant des actions Eurazeo, je m'expose grâce à des vrais spécialistes, à des sociétés qui sont en croissance, tout en ayant un dividende, je ne vais pas dire garanti, mais qui me semble assez safe. Et donc, du coup, je compte sur ces professionnels pour générer de la valeur qui va se refléter dans le cours de bourse d'Eurazeo et également dans les dividendes que je vais pouvoir percevoir dans les années à venir. C'est pour ça que je suis présent dans l'entreprise Eurazeo en tant qu'actionnaire et en même temps j'ai multiplié dernièrement mes achats au niveau de différentes holdings qui sont cotées en bourse parce que justement sur le fait que ce sont des professionnels qui globalement savent quand même ce qu'ils font, arrivent à générer de la valeur sur des sociétés en croissance que moi je sais pas faire et par contre me versent un petit dividende sympa pour patienter en attendant que cette valeur soit créée. Regardons les résultats 2024. Ce qui est intéressant dans un marché qui était vraiment pas simple, ils ont réussi à lever 4,3 milliards d'euros. Vous avez des commissions de gestion qui ont continué à augmenter. La fameuse marge là, qui était attendue à moyen terme, 35 à 40% sur les fee-related earnings, on est dans la target de cet objectif déjà de moyen terme à 35,5%. Donc c'est une année qui est plutôt pas mal. Après, bon, la valeur par action a un peu baissé à 107,8 euros, mais il y a quand même une décote qui est importante aujourd'hui, qui est supérieure à 40% au moment où je tourne cette vidéo par rapport à la net value donc par action Eurazeo. Je vous ai juste fait un petit point sur la collecte. 78% c'est des institutionnels et 22% c'est des particuliers. Et ouais, Eurazeo est assez forte pour pouvoir lever des fonds et accélère au niveau des particuliers qui veulent de plus en plus
s'exposer au private equity. En même temps, la loi facilite ça maintenant, notamment au niveau de l'assurance vie depuis quelques temps. Et donc, du coup, Euraseo en bénéficie. Et donc, grâce à sa bonne image et à son réseau de distribution, arrive à lever de plus en plus d'argent auprès des particuliers. Là, c'est pareil, c'est si jamais il y en a qui sont un peu curieux, ce que je voulais vous mettre ici en lumière au niveau des actifs sous gestion, c'est que Euraseo respecte son plan de marche, c'est-à-dire j'augmente donc l'AUM, donc c'est les assets under management, donc c'est l'argent en fait qui est géré et qui est investi par Euraseo au nom de leurs clients. Donc l'AUM tiers augmente, vous voyez, ça passe de 15 milliards 987 millions à 16 milliards 433 millions en 2024 et l'argent direct d'Euraseo, les fonds propres d'Euraseo qu'ils investissaient historiquement, a tendance à baisser. Donc c'est le but, ils veulent baisser pour libérer du cash pour pouvoir réinvestir et redistribuer aux actionnaires. Donc le plan de marche est là, ils sont en route et ils respectent le plan de marche Euraseo. Ce qui est intéressant là ici sur cette slide, c'est deux choses. Un, boum. Alors, c'est un peu en ce moment le mot magique, mais vous voyez que Euraseo investit dans l'intelligence artificielle et notamment présente au capital de Mistral AI, la petite pépite française. Mais également, ce qui m'intéressait au niveau de cette slide-là, c'est la répartition des investissements, de l'argent qui a été déployé en 2024. Donc, vous voyez qu'il y a du private equity en légère hausse à 2,3 milliards d'euros par rapport à 2023. Et vous avez une catégorie qui progresse vraiment bien et qui est très intéressante, c'est la dette privée d'entreprise. Donc, ils prêtent de l'argent à différentes entreprises, moyennant du rendement derrière, qui est plus intéressant que des rendements de dette d'État. Ici, on regarde donc les commissions de gestion qui sont perçues par Euraseo. On voit que sur les assets under management, en sorte partie, donc qui ne sont pas l'argent direct d'Euraseo, mais des institutionnels et des particuliers, on voit que ça progresse avec du plus 10% au niveau des assets under management. Et donc, on voit que ici, ça se voit au niveau des commissions de gestion qui progressent de plus 12% sur cette partie-là. Je vous en ai parlé juste avant, mais les fee-related earnings margin sont déjà dans la target de l'objectif de moyen terme. Alors, dans la target basse à 35,5%, alors que la target est entre 35 et 40%. Mais en tout cas, on voit que le plan stratégique se déroule bien, notamment sur cette partie-là. Intéressant aussi, quand vous gérez justement du private equity comme ça, vous avez des incertitudes notamment sur le fait de est-ce que vous allez avoir des acheteurs pour acheter les entreprises que vous voulez revendre, que vous possédez déjà depuis quelques années. On a un marché qui a été un peu chahuté quand même en 2023, même très chahuté en 2023 par rapport au contexte global, notamment avec la remontée des taux d'intérêt qui a pu impacter la valorisation de certaines boîtes et la capacité de certains acheteurs à pouvoir les acheter. On voit qu'en 2024, il y a eu un gros rebond, x2 au niveau des sorties des différentes entreprises qu'ils ont pu revendre. Donc ça, c'est intéressant à voir. Là, c'est pareil, faites un arrêt sur image si jamais ça vous intéresse, mais globalement, ça montre que au niveau des compagnies, des sociétés qui sont dans le portefeuille d'Euraseo, il y a des revenus qui sont en progression en 2024, il y a de l'EBITDA qui est en croissance. Donc voilà, on est sur des entreprises qui globalement sont dans la bonne direction selon Euraseo. Intéressante aussi cette slide-là avec notamment les exits quand ils revendent leurs entreprises. On voit que là, c'est les multiples par rapport à l'argent qu'ils ont mis dedans au départ. On voit effectivement qu'il y a eu quelques très très belles années et que 2024, malgré en 2023 la hausse des taux d'intérêt, il y a eu des multiples qui étaient très intéressants. Et également en 2024, même s'il y a eu deux entreprises où ça a été un peu moins flagrant, on a quand même eu des belles ventes. On a Dork notamment, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais un x2,6 sur les fonds qui ont été investis à la base et du x3 sur iTracing, et surtout par rapport à la valorisation qui a lieu dans les comptes en fin d'année au niveau de ces entreprises. On voit qu'il y a des sorties quasiment tout le temps supérieures à la manière dont c'est comptabilisé. Donc on voit que Euraseo ne gonfle pas les valeurs de ses participations et a une vision plutôt objective de la valeur et plutôt précautionneuse de la valeur de leur participation des sociétés qu'ils ont. Donc ça, c'est intéressant à voir aussi. Ils s'attendaient à ce que 2025, il y ait un rebond au niveau de la rotation du portefeuille, au niveau des ventes qu'ils vont pouvoir réaliser. Bon, ça, c'était quand même avant tout le bordel des droits de douane. Donc, on va voir si ça va être maintenu. Mais on sait que par définition, ça peut peut-être refroidir certaines ardeurs et amener un peu trop d'incertitude. Et peut-être que le rebond annoncé ne sera pas là en 2025.
Terminons par la structure financière au niveau des éléments financiers. On est sur une dette qui est sous contrôle. On a un gearing de 17% et après les annonces de vente qui ont été annoncées, même si on se projette, on est sur 13% et non pas 17%. Donc pour le coup, il n'y a pas d'inquiétude au niveau de la structure financière d'Eurazeo. En conclusion, au niveau des résultats 2024, ils rappellent qu'ils sont en train de construire un leader du marché de private equity, qu'ils veulent continuer à faire de la croissance en faisant attention aux coûts et qu'ils augmentent le retour de capital aux actionnaires, donc les dividendes, les rachats d'actions. Donc ça, c'est un point qui est très important, qui rappelle à chaque fois. Regardons maintenant les dividendes. Les dividendes, donc en 2023, enfin au titre de 2023, il y a eu, au titre de 2022, pardon, il y a eu 2,20 € de dividendes, donc ça a été versé en 2023. C'était une augmentation de 26% du montant des dividendes qui a été distribué jusqu'à présent. Donc quand je vous dis que ça augmente depuis quelques années, on le voit bien. 2024, plus 10% avec 2,42 € par action. Et donc là, en 2025, au titre de 2024, il prévoit de verser 2,65 € par action en progression de plus 10%. Et vous voyez le share buyback dans le but d'annuler les actions, donc les rachats d'actions. Il y a eu 100 millions d'euros environ en 2023, 210 millions en 2024 et là il double le montant avec 400 millions qui seront consacrés au rachat d'actions dans le but de les annuler en 2025. Donc les frères Decaux sont vraiment focalisés sur la création de valeur pour les actionnaires et donc ça pour moi c'est tout bon pour les actionnaires d'Eurazeo dont je fais partie. Maintenant, j'ai voulu revenir un petit peu sur l'historique justement des dividendes Eurazeo. Donc vous voyez, on remonte jusqu'en 2003. Donc ils avaient l'habitude de plusieurs choses avant que les frères Decaux prennent le contrôle, prennent le pouvoir. C'est de verser un dividende donc globalement en croissance, pas toutes les années, mais on voit que ici en 2008-2009, c'est normal avec la crise financière, mais ils ont continué à verser du dividende. Mais il y avait donc du dividende en croissance globalement, mais pas une croissance folle. Il y avait des dividendes extraordinaires de temps en temps. Alors j'imagine c'est quand ils faisaient des grosses sorties d'entreprise pour retourner le capital aux actionnaires. Et également, il y avait, alors je ne sais plus si c'était tous les ans ou tous les 2 ans, mais il y avait des actions gratuites. Et donc ça, les frères Decaux ont mis fin aux actions gratuites et ils ont préféré récompenser la fidélité des actionnaires. C'est-à-dire maintenant, vous avez une prime de fidélité sur le dividende. On va en parler juste après. Mais vous voyez qu'on est quand même sur une entreprise qui est engagée dans le versement croissant de dividendes au fur et à mesure et avec en plus une augmentation beaucoup plus prononcée ces dernières années et qui devrait continuer. Pour moi, c'est assez encourageant d'investir dans Eurazeo avec des actionnaires comme les frères Decaux qui sont vraiment focalisés sur la création de valeur, sur le retour aux actionnaires. Ils n'ont pas fait un investissement pour rien, ils n'ont pas fait un investissement pour perdre de l'argent et donc du coup, ils veulent récupérer du cash, créer de la valeur pour les actionnaires. Et donc comme je vous le disais, dorénavant, il y a un dividende qui est majoré. Donc si jamais vous détenez vos actions Eurazeo au nominatif, il faut que ce soit au nominatif, que ce soit administré ou pur, mais il faut que ce soit au nominatif pour qu'on puisse identifier que c'est bien vous l'actionnaire et que c'est bien vous qui possédez les actions depuis plus de 2 ans. Donc si vous possédez depuis plus de 2 ans les actions sans interruption, eh bien vous allez percevoir un dividende majoré de plus 10%. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Imaginons vous décidez d'acheter aujourd'hui ou demain ou dans 3 mois des actions Eurazeo. En tout cas, vous les achetez en 2025. Attention, il ne suffit pas de les acheter. Une fois que vous avez votre ligne constituée, il faut les passer au nominatif administré avec votre courtier. Donc, il faut les passer avant le 31/12/2025. 31/12/2025, il faut que vous les possédiez pendant au moins 2 ans complètes pour pouvoir bénéficier du dividende majoré. Ça veut dire que 2026, ce sera le dividende classique. 2027, ce sera le dividende classique. Par contre, 2028 au titre de 2027, là, vous serez éligible pour recevoir un dividende majoré de plus 10%. Et quand on voit la croissance du dividende d'Eurazeo, si en plus vous chopez la prime fidélité, moi, j'ai mis des actions au nominatif administré au niveau d'Eurazeo il y a un peu de temps maintenant en arrière. Donc normalement, si je ne me trompe pas, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, je toucherai un dividende majoré sur une partie de mes actions et sur les actions que j'ai achetées en renfort là, cette année. Je vais attendre la fin d'année parce que peut-être quand j'en rachèterai d'autres si jamais il y a une baisse du cours de l'action. Et donc, ça me permettra d'avoir du dividende majoré. Du coup, en 2028, comme je vous le disais dans mon exemple. Alors aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai 175 actions Eurazeo dans mon portefeuille, dont 100 qui sont au nominatif administré. C'est-à-dire que j'en ai acheté 100
en 2023 de mémoire. Ouais, c'est ça, 100 en 2023. Et là, dernièrement, j'en ai racheté 75 pour pouvoir renforcer ma position Euraseo parce que j'avais voulu la renforcer, mais l'action était bien remontée. Donc, du coup, j'avais attendu. Et donc là, j'ai profité du creux de marché pour pouvoir renforcer ma position qui n'était pas assez importante selon moi dans Euraseo. J'ai donc un PRU actuellement, un prix de revient unitaire de 55,32 €. Ça représente un investissement initial de 9 700 €. Et aujourd'hui, sur mon PRU, ça me fait, avec le dividende de 2,65 € qui devrait être versé en 2025, ça me fait un rendement net sur mon PRU de 4,79%. Mon objectif, c'est d'être au moins à 200 actions. 200, ce sera déjà une bonne étape. On verra après s'il y a d'autres opportunités. Mais pour moi, je vise 200. On va voir ce qui va se passer au niveau de l'action. Mais effectivement, si ça redescend vers les 55 €, 54, sûrement que je rachèterai 25 actions pour terminer ma position. Alors maintenant, je vais parler de mon cas d'investissement sur Euraseo et ce qui m'a fait investir dans Euraseo. J'en ai déjà parlé tout au long de la vidéo, mais là, je vais rentrer de manière très concrète avec des projections. Donc, au niveau de ma projection, déjà, il y a un énorme plan de rachat d'actions qui est en cours. Donc, du coup, ça va dépendre de l'évolution du cours de bourse d'Euraseo. Parce que si ça augmente fortement, forcément, ils rachèteront moins d'actions parce que le montant est limité. C'est en euros, ce n'est pas en nombre d'actions. C'est 1,5 milliard d'euros sur 4 ans. Donc, le nombre d'actions, normalement, devrait descendre au moins en dessous des 60-62 millions d'actions, sachant qu'ils ont déjà racheté et que là, le capital, il est composé au 8 avril de 73 millions d'euros. Voilà, ça peut peut-être aller plus bas, même en termes de nombre d'actions. J'ai essayé d'être assez précautionneux dans mes calculs. Sur mon scénario worst case, donc le plus mauvais scénario, le dividende 2024, au total, ça représente 190 millions d'euros. C'est 2,65 € par action, on l'a vu. Le dividende au titre de 2027, dans mon worst case scénario, on se dit que le montant, l'enveloppe globale destinée aux actionnaires, n'a pas bougé. On dit qu'il y a eu des années difficiles pour le private equity, que ça a été compliqué de générer plus de valeur, etc. Bref, ils ont décidé de maintenir ce montant-là. Maintenant, comme le nombre d'actions aura diminué d'ici là, ces 190 millions, on les divise par 60 millions d'actions pour connaître le montant du dividende par action. Ça nous amène à 3,17 €. Comme je mets mes actions au nominatif administré, je vais bénéficier de la prime de fidélité, donc d'un dividende majoré de plus 10%, soit 3,48 € par action. Mon prix de revient unitaire, on l'a vu, il est de 55,32 €. Donc ça veut dire qu'en 2028, au titre des résultats 2027, j'aurai dans ce scénario-là, s'il se réalise, un rendement sur PRU de 6,3%. Et je pense que du coup, en 2030, ça c'est une target qui m'intéresse particulièrement, en 2030, je pourrais percevoir plus de 7% de rendement sur PRU, alors qu'aujourd'hui, on est sur du 4,8% en ce qui me concerne. Voilà, donc une forte augmentation du rendement exclusivement grâce à la diminution d'actions avec le même montant à distribuer mais divisé par un nombre d'actions plus faible. Ça, c'est le worst case scénario. J'ai fait un scénario central. Le scénario central, c'est l'enveloppe des dividendes augmente chaque année. Elle augmente à 220 millions d'euros parce que Euraseo arrive bien à se développer, parce qu'ils arrivent à avoir de plus en plus de fonds à gérer, arrivent à développer l'argent qu'ils ont à placer et dont ils doivent s'occuper. Donc, je suis parti du principe que le dividende, en tout cas l'enveloppe, serait augmentée de plus 5% par an. Voilà, à partir de l'année prochaine. Le nombre d'actions, je suis parti sur le même nombre d'actions sur le worst case scénario, c'est-à-dire 60 millions d'actions, donc avec le rachat d'actions qui a permis de détruire des actions, etc. Ça veut dire que ça donnerait 220 millions divisé par 60 millions, ça donnerait un dividende par action en 2027 de 3,66 €. Toujours le dividende majoré, parce que je les aurais mis en totalité au nominatif administré, plus 10%, ça me fera 4,03 € de dividende par action. Avec mon PRU, ça donne en 2028 un taux de rendement sur PRU de 7,3%. Et ça, c'est sans compter le cours de bourse qui peut éventuellement rebondir. Je target dans cette simulation-là d'être au moins à 8% de rendement, même plus, je pense, peut-être 8,5 en 2030 sur mon PRU si c'est ce scénario central qui se réalise. Et là, après, j'ai chaussé mes lunettes roses. La preuve, je vous l'ai mis en rose sur ma projection, c'est le pink scénario. Donc, le pink scénario, ce serait que l'enveloppe globale de dividendes monte à 230 millions d'euros et non pas les 220 du scénario central. Une augmentation de 7% par an de l'enveloppe totale de dividendes au lieu de 5%. Un nombre d'actions achetées plus important avec donc du coup un share buyback qui descendrait le nombre d'actions à 55 millions. Le dividende par action 2027 serait donc de 4,18 €. Dividende majoré, puisque prime de fidélité, 4,60 €.
par action. Mon rendement sur PRU en 2028 serait donc de 8,31% et j'estime qu'en 2030, je pourrais au moins être à plus de 9,5% de rendement sur PRU, voire même un peu plus de 10% si jamais ce scénario se caractérise. Voilà, au niveau des différents scénarios, vous savez exactement comment j'ai raisonné au niveau d'Euraseo sur mon cas d'investissement. Donc on verra quel est le scénario qui se réalise, mais en tout cas, je suis sûr et certain en ce qui me concerne que le dividende va augmenter au cours des années à venir, ne serait-ce que parce que le nombre d'actions va baisser. Donc si Euraseo maintient juste ses performances financières, et j'espère bien qu'elle va les développer, mais s'il y a ne serait-ce qu'un maintien et une baisse du nombre d'actions, normalement, le dividende me paraît assez safe et ça permettrait d'avoir un dividende qui est en croissance. Chose assez rare pour être soulignée, j'ai tenu à vous en parler, c'est que Euraseo a sorti une application qui est dispo sur Google Play et sur l'App Store, une application spéciale pour les actionnaires. Donc vous avez pas mal d'infos que vous pouvez retrouver, le cours de bourse, les dernières news, des simulations si vous avez acheté à telle date, etc. Donc voilà, vous avez pas mal d'entreprises qui aujourd'hui ont arrêté de faire des applications pour les actionnaires et je trouve ça dommage. Et donc là, vous avez une boîte qui a investi et c'est pour ça que je voulais vous le signaler. Moi, j'ai l'application et je m'en sers de temps en temps. Ça me met des petites alertes qui vont notamment sur les ouvertures et les fermetures de cours de bourse. En parlant de cours de bourse, regardons ce que fait Euraseo depuis 1 an et depuis 5 ans, donc sur les 12 derniers mois et les 5 dernières années. On voit en haut à gauche qu'au moment où je tourne cette vidéo, l'action a clôturé à 62,85 €. Alors, ça m'embête un peu parce qu'elle a bien rebondi par rapport au moment où je voulais vous faire la vidéo. Il y a une semaine, elle était à 54-55 € quoi. Et je me dis, yes, c'est le bon moment pour vous faire la vidéo. Bon, le temps que je fasse les slides, que j'enregistre, que je fasse le montage, il s'est passé un tout petit peu de temps. Bon, après, peut-être que Euraseo, entre-temps, a rebaissé ou rebaissera. Donc voilà, comme je vous le disais, le mois de mai, il est souvent volatile. Il peut se passer des choses. On peut retracer une partie de la hausse. Donc peut-être qu'il y aura des opportunités pour pouvoir rechoper Euraseo plus bas, aux alentours des 55-56 €. On verra bien. En tout cas, on voit que l'action en février 2025 avait bien rebondi. On était au-dessus des 80 €. Et donc, vous voyez, moi, ça fait un bout de temps que j'attendais, parce que j'avais acheté en 2023, ça fait un bout de temps que j'attendais qu'on arrive vers les 55-56 € pour pouvoir renforcer ma position. C'était la target que je m'étais fixée. Et donc, tout le bordel de Trump m'a permis d'avoir cette opportunité-là. Donc, il y a des bons côtés quand même au bordel de Trump, même s'il y a beaucoup de mauvais côtés. Mais en tout cas, quand vous êtes investisseur de long terme, ça crée des opportunités. En tout cas, je pense que c'est une opportunité et c'est pour ça que j'y suis rentré. Et si on regarde sur les 5 dernières années, on voit effectivement qu'en 2023, on a touché les 52 €. En 2021, fin 2020, pardon, c'était encore le Covid. On était descendu sous les 40 €. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que moi, je vise les 200 actions. Je n'ai pas l'intention de trop me surexposer non plus à Euraseo, même si j'y crois beaucoup. Et si jamais il y a des gros accès de faiblesse, comme il y a eu au niveau de la crise Covid ou à d'autres moments dans l'histoire d'Euraseo, sûrement que je me renforcerai à ce moment-là. Mais en tout cas, si elle revient, je vous dis, vers les 53, 54, 55 €, sûrement que je rachète les 25 € qui me manquent selon moi pour pouvoir être bien exposé à Euraseo et avoir ces 200 actions. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, maximum de commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me soumettre vos idées d'actions. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur investir dans les dividendes. Ciao!